Merci beaucoup de cet exposé très, très construit et qui a le mérite d'obliger à réfléchir et justement à ne pas rester dans cette situation intermédiaire d'approbation embarrassée. Et c'est le grand mérite de cet exposé. Il y aurait tout un ensemble de choses que l'on pourrait dire historiquement et rappeler historiquement. C'est que pendant la Révolution française, par exemple, il n'y a aucun vocabulaire spécifique pour qualifier les mécanismes d'approbation des constitutions. Les textes parlent simplement parfois d'expression du peuple, parfois d'approbation, mais donc il n'y a pas de qualification juridique. En revanche, le seul moment où il y a eu une tentative de qualification juridique, c'est dans le milieu du type des Cordeliers qui proposaient les mécanismes qu'ils appelaient de ratification de la loi par la volonté générale. Et ensuite, les gens comme Rittinghausen, en fait, mettront leur pas dans ceux des Cordeliers, puisque son idée, c'est celle de la, non pas du référendum, mais de la législation directe. Et que Rittinghausen faisait très fortement la distinction entre l'idée de législation directe et celle de gouvernement direct. Bon. Mais là, je crois qu'il vaut mieux laisser ça de côté, parce que votre exposé est tellement riche qu'il vaut mieux aller directement à l'os. Or, je crois qu'il y a deux idées dont je voudrais d'abord discuter avec vous. La première idée fondamentale, c'est celle du référendum, me semble-t-il, qui se réaliserait par l'acte de voter. La question qui est posée, que vous avez énoncée de la façon suivante, l'électeur n'a pas la maîtrise de la portée normative. Et vous donnez l'exemple de 2005 ou l'exemple de la proposition suisse récemment. Est-ce que ça ne veut pas dire, au fond, la chose suivante, c'est qu'on ne peut pas faire de référendum sur une politique? Parce que quand vous prenez le référendum suisse, en tout cas le premier élément du référendum, non à l'immigration de masse, vous vous dites ensuite, c'est le Conseil fédéral qui va devoir dire, bah alors quel type de quota exactement. Donc, si l'on voulait véritablement donner sa pleine expression à l'idée de expression directe du peuple, de démocratie directe, il faudrait que la question posée ait impliqué l'ensemble de ces éléments allant jusqu'à la définition normative la plus précise. Donc, il faudrait échapper à votre critique en disant l'électeur n'a pas la maîtrise de la portée normative ou n'a pas la maîtrise du contenu exact. Ce qui est les deux sont liés. Si on voulait que l'électeur ait la maîtrise complète de la portée normative, cela veut dire qu'on voterait sur une politique générale de l'immigration. Mais cette politique générale de l'immigration, elle se lie à beaucoup d'éléments de politique concernant la surveillance des frontières, de politique économique. C'est dire d'une certaine façon qu'on passerait de la notion d'une décision sur un point précis à une implication sur une politique générale. Or, voter sur une politique générale, c'est justement l'objet d'une élection. Une élection, on vote sur une politique générale. Donc, s'il y a une portée du référendum, est-ce que ça ne serait pas déjà faire cette distinction? Quelles sont les formes de questions posées qui ne sont pas de l'ordre d'une politique générale ou qui n'impliquent pas justement cette maîtrise de la portée normative? Alors on peut dire, oui, qu'il y a des choses qui n'impliquent pas la maîtrise de la portée normative. Le refus d'un traité, par exemple, n'implique pas une maîtrise normative. L'acceptation d'une constitution aussi. Et c'est peut-être pour cela d'ailleurs que, historiquement, les référendums, je mets à part, nous parlerons là, bientôt de la question suisse ici avec un professeur de Lausanne, mais mis à part la Suisse, quand même, la grande masse des référendums ont été des référendums portant sur l'organisation des pouvoirs publics et parfois des traités dans le monde, statistiquement. Donc, est-ce que là, l'erreur n'a pas été, je dirais, de définir, plus on définit le référendum de façon extensive, plus à ce moment-là, on pose la question de son lien à la maîtrise normative de ses conséquences. Et si on ne maîtrise pas normativement ses conséquences, on le vide de sa substance. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un paradoxe à avoir voulu renforcer le référendum en affaiblissant en quelque sorte son contenu? Parce qu'on peut dire que c'est un référendum affaibli que celui qui n'a pas la maîtrise justement des conséquences normatives de la décision.
Un référendum est fort s'il a ce qui est au fond la définition, à ce moment-là, politique de la démocratie, de permettre l'expression d'un pouvoir du dernier mot. Il y a un pouvoir du dernier mot, il n'y a pas de norme derrière. Donc est-ce que vous pourriez donner votre avis sur ce point important? Oui, bien sûr, je pense que je partage votre analyse selon laquelle un référendum qui ne permet pas aux citoyens d'avoir la maîtrise de la portée normative est un référendum affaibli. Et donc il ne pourrait pas y avoir de référendum sur des politiques générales, des politiques publiques, dans la mesure où, précisément par sa généralité, le citoyen n'aurait pas la maîtrise des conséquences concrètes, des modalités, des mises en application des principes qu'il aurait posés. Je pense que cette constatation est assez inévitable et je ne vois pas, sauf des cas précis, je vais en donner un, je ne vois pas comment on pourrait organiser un référendum qui ne soit pas général, qui ne soit pas sur une grande politique. Ou alors il faudrait, mais peut-être qu'avec la technologie, on pourrait y arriver, il faudrait un référendum à plusieurs questions. Si je reprends votre... Wittinghausen, mais là, c'est... Oui, mais là, c'est plus... On descend du général au super particulier. Voilà, c'est-à-dire qu'il aurait fallu poser la question aux Suisses, par exemple. Vous êtes contre l'immigration massive, dessous. Alors, 5% de Français, oui ou non. 3% d'Allemands, oui ou non. 5... Mais ça fait vite 150 questions. Voilà. C'est pour ça que le référendum, précisément, ne peut porter que sur des questions générales, ce qui affaiblit sa portée démocratique, parce que ça échappe ensuite. Je parlais tout à l'heure du référendum, de la proposition de De Gaulle en 1968. De Gaulle, en 1968, lorsqu'il propose le référendum, la question c'était... me donnez-vous votre confiance pour mener une politique de rénovation de la France? Bon, dites-moi quelque chose de plus général. Même le traité, vous disiez à la limite le traité international, mais regardez en 2005, il pouvait y avoir plusieurs possibilités de comprendre. Les représentants auraient pu dire les Français ne veulent pas de constitution européenne, donc on s'arrête à l'existant normatif. C'est tout. Là, ils ont dit, bon, on va reprendre la discussion, on va reprendre le traité. Si vous lisez, par exemple, l'analyse qu'en a fait le président Giscard d'Estaing, qui a été un des rédacteurs de la Constitution européenne, Giscard d'Estaing dit le traité de Lisbonne, c'est exactement la même chose, dans sa forme et dans son contenu. Bon. Donc, la généralité de la question a conduit à transférer à la représentation, au Parlement, la responsabilité de tirer les conséquences. Mais il ne peut pas en être autrement. Je pense qu'avec le référendum, il ne peut pas en être autrement. La seule exception que je ferais, c'est peut-être des référendums portant sur l'organisation des pouvoirs publics. C'est-à-dire le référendum de 62, est-ce que vous êtes pour ou contre l'élection du président de la République au suffrage universel? Bon, là, c'est oui ou c'est non. Et là, effectivement, la portée normative, elle est directe, mais parce que c'est une question précise et aux conséquences simples. Tous les autres référendums, le référendum de Gaulle de 1969 sur la révision du Sénat, supprimant le Sénat pour créer une assemblée composée de moitié d'élus locaux et de moitié d'élus professionnels, pour faire vite. Bon, oui, on dit oui, mais combien il y aura d'élus locaux? Les élus du département, de la région, des communes, et les élus professionnels, ils seront représentés comment? Alors, nécessairement, un référendum, et c'est pour ça que je pense que c'est pas, que j'ai qualifié le référendum d'acte d'acclamation plus que de participation, parce que quel que soit presque l'objet du référendum, le
peuple ne peut pas participer à la normativité qui est en germe dans l'esprit du référendum. L'esprit du référendum, c'est faire participer les gens à la détermination de la volonté générale. Bon, eh bien, c'est un leurre. C'est un leurre dans la mesure où ils ne participent pas à la fabrication de cet objet général. Ils en donnent à la limite simplement le grand cadre, le principe, mais comme tout le monde sait, le diable est dans le détail. C'est après dans la mise en œuvre concrète qui ne lui appartient pas que va se faire la détermination de la volonté générale. Ça veut dire que du point de vue du juriste, le problème de la classification des objets du référendum est second par rapport au problème du contenu normatif des référendums. Absolument. Et que le problème n'est pas de passer de l'organisation des pouvoirs publics à des questions de société, mais quelle est la catégorisation du point de vue du contenu normatif. Je crois que c'est une question très, très importante. Tout à fait. Le référendum n'a pas d'impact normatif. Il n'a pas d'impact normatif. C'est pour ça que je considère que c'est un leurre, c'est une impasse, c'est une équivoque. On a l'impression, on donne la parole au peuple, on a l'impression que c'est le peuple qui détermine la volonté générale. En réalité, lorsqu'on regarde comment les conséquences qui sont tirées des référendums, on s'en aperçoit que non, ça échappe au peuple. Donc s'il faut remettre le peuple dans le circuit de production de la volonté générale, c'est certainement pas par le référendum, quel que soit par ailleurs son objet. C'est la procédure, c'est le procédé même qui ne permet pas cette production normative. Alors il y a une deuxième question. Dans la loi de 2008, le principe, dans le changement constitutionnel de 2008, le principe qu'il y a tout de même une intervention du Conseil constitutionnel pour juger de la validité du référendum, ce qui est quand même là une entorse très grande à l'idée qu'il n'y a pas de contrôle du peuple dans le référendum. Donc cela veut dire une chose extrêmement importante, enfin en tout cas l'introduction de cette chose-là, c'est que le référendum n'est qu'une des modalités de l'expression majoritaire, mais l'expression du contrat social réside dans la Constitution, en tout état de cause. Donc, qu'une élection majoritaire ne peut pas changer les éléments du contrat social. Donc, si une élection majoritaire ne peut pas changer les éléments du contrat social, quid des conditions de modification constitutionnelle? Cette question est spécialement importante dans un pays comme la France, où elles ont été nombreuses. Si on regarde évidemment, il y a les pays où il n'y a pas de constitution écrite, mais si on regarde les États-Unis, bien sûr, il y a un certain nombre d'amendements, mais il est extrêmement difficile, voire l'article 5 de la Constitution des États-Unis, il est extrêmement difficile d'amender la Constitution américaine. Et ce rapport hiérarchique entre les droits fondamentaux et l'expression, qu'elle soit par le référendum ou législative, peu importe, est lié à cette continuité de la Constitution. Donc comment traitez-vous cette question de la hiérarchie entre des droits fondamentaux et une expression majoritaire, quelle qu'en soit sa nature, dans des traditions dans lesquelles, je dirais, les constitutions sont faciles à changer ou sont mouvantes? Alors, d'abord sur la loi de 2008. La loi de 2008 a introduit effectivement le Conseil constitutionnel en amont. Décision de 62, le Conseil refuse de contrôler une loi votée par le peuple, au motif que le peuple s'est exprimé, le peuple est souverain, et comme le peuple est souverain, on ne peut pas le contrôler. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Et là, comme on se méfie du peuple, des résultats peu satisfaisants, eh bien, on a voulu donc introduire le Conseil en amont. On voyait mal, effectivement, imaginer par exemple que le peuple au référendum, qu'en France il y a un référendum sur le type suisse, c'est-à-dire contre l'immigration massive, les Français disent oui,
nous sommes contre l'immigration massive. Imaginez que le Conseil constitutionnel censure cette loi en disant il y a un droit fondamental à la liberté d'aller et venir, donc peuple, tu as voté, mais tu t'es trompé. Vous voyez le tableau. Bon. Donc, plutôt que de faire ça, on a fait ça avant. C'est-à-dire, avant de faire le référendum, le Conseil constitutionnel va dire si le peuple est amené à se prononcer sur cette question. Ce qui veut dire qu'on met le Conseil constitutionnel en protecteur des droits fondamentaux, ce qui signifie qu'on considère que le juge est davantage protecteur des droits fondamentaux que le peuple. Bon, c'est ça que ça veut dire, concrètement. Alors, est-ce que, et donc on glisse sur votre question, mais alors, quelle que soit la majorité, que ce soit par référendum au Parlement, qu'en est-il des révisions de la Constitution et qu'en est-il notamment de la hiérarchie des droits fondamentaux? Alors, je distinguerai là deux niveaux, deux éléments pour atténuer peut-être votre propos. Vous dites il y a eu beaucoup de révisions de la Constitution en France, de constitutionnelle en France. Je dirais oui et non. Oui sur l'organisation des pouvoirs, non sur les droits fondamentaux. Autrement dit, il y a une continuité constitutionnelle quant à l'énoncé des droits fondamentaux. Nos droits fondamentaux, c'est quoi? C'est 1789. Ça n'a pas changé. On a ajouté 1946, mais il y a une continuité constitutionnelle. Il y a eu des révisions. On a connu l'Empire, la monarchie, la République, parlementaire, présidentielle, etc. On a tout connu. Là, il y a des révisions. Mais sur le plan de la révision des droits fondamentaux, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Il y a eu une tentative en 1977 par le président Edgar Faure, qui a créé une commission pour réviser la déclaration de 89. Évidemment, Edgar Faure se prenait pour un homme absolument génial qui devait réécrire le texte fondateur de la modernité constitutionnelle. Bon, il s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Le président Sarkozy avait confié à Simone Veil une commission qui avait pour objet de modifier, de re-rédiger la déclaration de 89. Ah, quelque chose quand même, hein? Bon. Eh bien, je crois que dans l'histoire, mais là je parle sous votre contrôle, je pense que c'est la première commission dans l'histoire qui a conclu à toucher à rien. Ils ont rendu un rapport, d'ailleurs qui est peu connu un peu pour cette raison, c'est-à-dire la commission Veil, c'est absolument pas la peine de toucher à la déclaration de 1789 et au préambule de 1946. Autrement dit, les droits fondamentaux, je veux dire, ça ne se touche pas dans l'écrit. En revanche, il y a ce que moi j'appelle des révisions constitutionnelles implicites ou continues. Alors, je vais donner un exemple de ce que je veux dire par là. Dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, il y a l'article 10 ou 11, je crois, qui pose la liberté pour chacun de lire, d'imprimer et d'écrire. Bon. 1789. Eh bien, le Conseil constitutionnel, en 2008, je crois, 2007, 2008, non 2008 plutôt, a tiré de cet article le droit fondamental d'accès à Internet. Je ne suis pas sûr que les types de 89 pensaient à ça lorsqu'ils ont rédigé l'article 11. Il n'empêche que le Conseil constitutionnel a déduit, à tort, à raison, peu importe, mais en tous les cas, a fait découler, comme il dit, c'est son expression, hein, découle, a fait découler de cet article-là un nouveau droit fondamental qui est le droit d'accès à Internet, ce qui a permis au Conseil constitutionnel de censurer notamment la loi Hadopi. Hein. Donc il y a des révisions constitutionnelles, je dirais, douces en quelque sorte, par cette capacité qu'a le juge constitutionnel de proposer une nouvelle interprétation
des principes de la Constitution. Donc ces principes de la Constitution ne sont pas morts en 1789, ils continuent à vivre, non pas parce qu'il y a des révisions, je dirais, officielles, article 89, mais parce qu'il y a des révisions qui, et ça me paraît moi plutôt positif, mais c'est mon point de vue, qui sont impulsées par le juge constitutionnel qui se trouvait un peu dans une situation de passeur, hein, et de passeur des attentes de la société pour reformuler les significations qui ont été jusqu'alors accordées au mot. Je pourrais prendre, encore ce serait plus simple, je pourrais prendre le mot égalité. Hein. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ben, les révolutionnaires de 89, cette phrase, ça veut dire l'égalité entre les hommes, sexe masculin. C'est tout. Bon. Aujourd'hui, ce même mot veut dire égalité entre les hommes et les femmes. Le mot n'a pas changé. Il n'y a pas eu de révision de la Constitution. Le mot n'a pas changé, mais le juge constitutionnel, par une interprétation alors ouverte, intelligente, tout ce que vous voulez, a révisé la signification qui était donnée au mot. Donc, il y a beaucoup de révisions concernant l'organisation des pouvoirs, il n'y a pas de révision formelle concernant les droits fondamentaux qui restent et sont encore, disons, la référence de tous nos régimes politiques. Merci, mais ça veut dire justement que dans l'idée même de constitution se mêlent les deux dimensions. Oui. À la fois les droits fondamentaux et les pouvoirs publics. Or, c'est sous un même mot et avec une même capacité d'intervention que se définit le rôle du Conseil constitutionnel. Alors que dans les faits, le rôle du Conseil constitutionnel est essentiellement rapporté à la considération, enfin pour les choses les plus importantes, à la considération de ces droits fondamentaux. Tout à fait. Alors, Oriou distinguait très bien dans son manuel en 1929, Oriou, un grand juriste, Oriou, dans son manuel, il distinguait ce qu'il appelait la constitution sociale et la constitution politique. La constitution sociale, c'était précisément la déclaration de 89, c'est-à-dire celle qui fondait la société, constitution sociale. Et la constitution politique, c'était l'organisation des pouvoirs de l'État. Et il montrait bien qu'il y avait une continuité de la constitution sociale et une discontinuité de la constitution politique. En revanche, là où vous avez parfaitement raison, c'est que le Conseil constitutionnel, notamment avec la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel s'intéresse principalement à ce que Oriou appellerait la constitution sociale. Parce que avec la question prioritaire de constitutionnalité, les citoyens ont la possibilité de réclamer contre la loi en se fondant uniquement sur les droits et libertés garantis par la Constitution. Donc, par exemple, si vous voulez, un citoyen ne pourrait pas contester une loi au motif qu'il n'y a pas eu de débat parlementaire, au motif que la procédure parlementaire n'a pas été respectée. Ça, c'est la Constitution politique. On ne peut soulever une question prioritaire de constitutionnalité que, justement, pour le respect des droits fondamentaux. Alors que dans le cas du contrôle a priori, ça touche les deux facettes d'un même mot, constitution. Écoutez, merci. Nous aurons plein de questions très précises à poser aux autres orateurs dans ce séminaire. Merci.